on démarre ce matin avec peut-être le plus célèbre, enfin un des plus célèbres dialogues platonicien, qui est l'Apologie de Socrate. Apologie de Socrate, qui est un petit texte que vous trouvez souvent associé à deux autres dialogues en édition, le Criton et le Phédon, puisque ce sont tous les trois des petits dialogues. Vous voyez, l'Apologie de Socrate, c'est une trentaine de pages, et c'est un merveilleux petit dialogue qui raconte en fait le procès de Socrate, qui a lieu donc à Athènes en 399 avant Jésus-Christ, et qui va aboutir à la condamnation à mort de Socrate, ce qui est très connu. Alors ça c'est pour ce matin. Donc dans 15 jours, le Parménide. Donc là c'est toute l'étude et le positionnement de Platon par rapport à la vision de Parménide, donc est un pré-socratique, et qui avec Héraclite constitue un peu le grand couple pré-socratique, si je puis dire, puisque l'un va dire l'être est, va être pour la permanence des choses, l'être est, le non-être n'est pas, et qui va s'intéresser à vraiment ce qui est permanent, ce qui est immuable, ce qui est éternel dans la nature et dans l'homme. Ça c'est Parménide. Et Héraclite, au contraire, qui va dire tout bouge, tout change, tout se métamorphose, on ne peut jamais se baigner deux fois dans le même fleuve, tout coule, et c'est le mouvement permanent. Et à eux deux, c'est vrai qu'entre Héraclite et Parménide, ils vont poser vraiment les fondements de la métaphysique, de la philosophie occidentale. Ils vont poser tous les grands sujets sur l'essence des choses, sur l'être et sur, au contraire, la multiplicité et le mouvement dans le monde sensible. Donc toute la problématique de l'un et du multiple est résumée et rassemblée chez ces deux auteurs. Et bien entendu, Platon va se positionner par rapport à ces philosophes, et il va donc discuter ces théories à la fois de Parménide et d'Héraclite, et dans le Parménide notamment, il va se positionner par rapport, va discuter la vision de Parménide. Donc c'est un dialogue très intéressant, difficile, long, difficile, ardu, donc c'est bien de le faire ensemble, étudier ensemble. On va se donner du courage. Après, c'est des dialogues plus simples, le sophiste, le politique, donc sur toujours les grandes questions de Platon sur le politique. Lettres de Platon, là on va étudier une des lettres les plus célèbres, qui est la lettre 7, qui est aujourd'hui authentifiée comme étant vraiment une lettre bien de Platon, qui est une sorte d'autobiographie, où il raconte un peu son parcours, ses orientations, son changement d'orientation pour la philosophie, après justement la condamnation de Socrate, qui lui fait abandonner la carrière politique, et après toutes ses expériences plus ou moins heureuses ou malheureuses à Syracuse, avec le fameux Denis, tyran de Syracuse, et le fameux Dion, sur lesquels il avait mis beaucoup d'espoir, et finalement qui ne s'est pas révélé une expérience vraiment très, très positive et pérenne. Donc ça c'est la lettre 7, qui est une très très belle lettre, qui permet de bien connaître Platon, de l'intérieur. Et puis on terminera par l'Hippias. Alors l'Hippias mineur, puisqu'il y a deux Hippias, l'Hippias majeur et l'Hippias mineur. L'Hippias majeur, on l'avait déjà étudié, c'est sur le beau. Et l'Hippias mineur, là c'est plus sur la vérité, le mensonge. Donc on terminera par ce petit dialogue de l'Hippias. Voilà pour le programme de cette fin de 2013. Alors, l'apologie de Socrate, donc ce matin, qui est donc le plaidoyer de Socrate durant son procès. Et à l'exception de quelques mots prononcés par Mélétos, qui est celui qui va déposer officiellement la plainte contre Socrate, et quelques brouhahs
que Brouhaha évoquait à quelques moments du dialogue dans le prétoire, dans la salle d'audience, eh bien, c'est un monologue. C'est un monologue de Socrate, puisqu'il est là pour présenter sa défense. Donc, il parle seul. Et ça a été souvent souligné, il n'appelle aucun ami, aucun témoin à la barre pour témoigner en sa faveur. Il prononce seul sa défense. Alors, il se défend devant ses juges, mais il se défend en fait devant toute la cité d'Athènes, puisque ce procès est un procès exemplaire, c'est un procès important, grave, symbolique, quelque part, pour la cité d'Athènes. Et c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui, 2400 ans après, qui est incroyable. Puisque ce procès va avoir une dimension, évidemment, qui dépasse simplement la figure de Socrate, mais qui est qui met en jeu tous les problèmes liés à la vérité, à la justice, à la philosophie, à la prise de risque que représente à Athènes de cette époque le fait d'haranguer comme ça les gens dans la rue et de les faire se poser 2-3 questions sur eux-mêmes et sur le monde. Donc il va répondre devant la cité d'Athènes par rapport à 3 chefs d'accusation principaux qu'on va largement évoquer. D'abord, le fait de corrompre la jeunesse. Donc, premier chef d'accusation, c'est la corruption de la jeunesse. Socrate corromprait les jeunes gens, et notamment ceux qui briguent des carrières, des emplois politiques. Le deuxième chef d'accusation, c'est la non-reconnaissance des dieux traditionnels de la cité d'Athènes. La non-reconnaissance de l'existence de dieux traditionnels, ce qui constitue le panthéon, le panthéon le plus populaire d'Athènes de l'époque, c'est-à-dire grosso modo les Olympiens, Zeus, Héra, Athéna, Dionysos pas trop, parce que c'est pas trop un dieu de la cité, mais Apollon, Déméter, Hestia, etc. Enfin, tous ces dieux couramment connus et auxquels le peuple rend hommage. Donc, le deuxième chef d'accusation, c'est la non-reconnaissance de l'existence de ces dieux, communément reconnus dans la religion athénienne de l'époque. Et le fait, troisième chef d'accusation qui est lié, l'introduction de nouvelles divinités dans la cité. Donc non seulement la non-reconnaissance des divinités reconnues, mais le fait de reconnaître et d'inventer de nouveaux dieux à la cité d'Athènes. Alors, 2-3 mots sur comment se déroule un procès à Athènes à l'époque, puisque c'est un petit peu différent de ce qu'on connaît, nous, par exemple, aujourd'hui, notamment en France. Donc, dans les procès athéniens de l'époque, à la fois l'accusation et la défense visent à déterminer soit la culpabilité, soit l'innocence du prévenu, de l'accusé. C'est-à-dire là, on a, comme toujours, une accusation et une défense. Et face aux chefs d'accusation, qui sont donc donnés par la partie accusatrice, l'accusé doit présenter sa défense. Donc en général, il n'a pas d'avocat, il présente lui-même sa défense, et c'est pourquoi, là on est dans un schéma tout à fait classique, c'est Socrate lui-même qui qui assume le fait d'assumer lui-même sa défense. Donc il présente sa défense dans une sorte de plaidoirie, et les juges se prononcent une première fois. Ils se prononcent soit pour la culpabilité, soit pour la relaxe de l'accusé. C'est soit accusé, soit relaxé, c'est-à-dire coupable ou non coupable.
Si l'accusé est reconnu coupable, ce qui sera le cas pour notre Socrate, si l'accusé est reconnu coupable, eh bien, il y a une seconde plaidoirie, il y a un second affrontement qui cherche à déterminer la peine applicable. Quelle peine va-t-on donc donner au prévenu qui est reconnu coupable? Et la partie accusatrice va réclamer donc une peine, va donner une sentence, et c'est au prévenu, à l'accusé, de répondre en proposant une sentence alternative. Ça, c'est vraiment spécifique, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on ne reste pas à ce qui est donné comme punition, comme sentence par l'accusation, mais le prévenu a le droit et le devoir de proposer autre chose, une sentence alternative. Ce que ne manquera pas de faire, évidemment, Socrate. Vous verrez dans quel terme. Et donc, suite à cette deuxième plaidoirie, eh bien, les juges se prononcent, cette fois de manière définitive, sur la sentence à appliquer. Et donc, le procès se termine là, lorsque la sentence est définitivement prononcée par la partie accusatrice, mais qui tient compte, évidemment, de la deuxième plaidoirie du prévenu. Et ensuite, là, dans l'apologie de Socrate, dans le procès de Socrate, il y a un petit plus, il va y avoir une troisième partie où Socrate va s'adresser, mais là c'est extra-judiciaire, je dirais, c'est hors du procès, puisque le procès est clos, mais il va s'adresser de manière très puissante à la fois à ceux qui l'ont condamné et à ceux qui l'ont soutenu. Très belle... pas plaidoirie, puisque la plaidoirie est finie, mais un discours pour revenir un peu sur la morale de ce procès. Alors, comme on le verra tout à l'heure avec le texte, parce que je vais vous lire quelques extraits du texte, parce que je crois que c'est irremplaçable, plutôt que d'en faire moult commentaires. Socrate est condamné à peu de voix d'écart, comme il le signera lui-même. Il s'attendait à un peu plus d'écart. Il va être condamné à 60 voix d'écart. C'est-à-dire que sur ce que l'on pense au niveau historique par les reconstitutions, ce que l'on pense être les 500 juges qui vont être présents au procès, sur les 500, eh bien 280 l'ont condamné et 220 l'ont soutenu et l'auraient donc acquitté. 280, 220. Vous voyez l'écart faible de voix, puisque à un moment donné, Socrate dit il aurait suffi d'un transfert de 30 voix, que 30 voix se soient portées autrement pour que je sois acquitté. 30 voix. Ce qui permet de faire ce calcul, donc d'une très faible majorité, ce que souligne Socrate, en disant qu'il s'attendait à une condamnation plus nette. Les juges, qui sont les juges, ne sont pas des magistrats professionnels, ce sont, comme dans nos jurés aujourd'hui, ce sont de simples citoyens, par contre qui sont volontaires et qui sont âgés de plus de 30 ans. Alors, c'est une affaire d'État, ce procès de Socrate, j'ai dit, qui dépasse largement un individu. Et en même temps, ce qui est un peu paradoxal, c'est que ce procès doit être tenu tambour battant, c'est-à-dire il doit être clos en une journée. Donc c'est vraiment extrêmement rapide, et Socrate à plusieurs reprises déplorera ce qu'il juge être un peu une précipitation de la part des autorités pour faire ce procès. Comme si, et ça confirme qu'en fait Socrate est quand même un personnage gênant dans la cité d'Athènes. Il s'est fait des amis mais aussi beaucoup d'ennemis, et il faut en finir vite. Même si après, une fois qu'il aura été condamné, eh bien, un mois va s'écouler avant l'exécution de la sentence. C'est-à-dire le fait qu'on lui demande de boire la ciguë,
hein, puisque là, il fallait attendre le retour d'un certain bateau. Hein, ça, c'est une tradition dans les procès athéniens. Et donc, on va attendre le retour de ce bateau. Et lorsque le bateau sera revenu, eh bien, la sentence pourra être exécutée. Et c'est là où on assiste au dernier moment de Socrate, entouré de quelques-uns de ses disciples, où il leur parle de manière très sereine de la mort, dont on ne doit pas avoir peur, qu'on ne doit pas craindre, parce que de toute façon, on ne sait pas ce que c'est. Hein, et il remonte le moral, en quelque sorte, à tous ses disciples qui sont en pleurs, qui sont tristes, en leur disant, mais écoutez, je pars serein, hein, de toute façon, j'ai 70 ans, donc de toute façon, je n'aurai pas survécu très longtemps, donc continuez mon œuvre et surtout ne pleurez pas. Bon. Ça c'est un tableau qui a été immortalisé, la mort de Socrate. Donc il faut être rapide, hein, il faut que dans la journée toutes les plaidoiries et les sentences soient prononcées, donc il faut aller vite, il faut aller à l'essentiel. C'est pour ça que c'est un texte court qui a été écrit par Platon, on pense environ une dizaine d'années, entre 10 et 15 ans après la date du procès. Alors ça, les historiens soulignent ceci en disant que 10 ans après le procès, ça veut dire que la plupart des personnes parties prenantes de ce procès sont encore en vie, et donc qu'on a probablement, avec cette apologie, un témoignage fidèle de ce qui s'est dit, de ce qui s'est passé, puisque Platon ne pouvait pas raconter n'importe quoi, puisque ça aurait pu lui être reproché, puisque des personnes étaient là, présentes. Donc ce qui laisse penser que même si ce n'est pas mot pour mot ce que Socrate a dit lors de son procès, c'est une transcription quand même certainement très fidèle et très fiable de ce procès. Alors, quels sont les acteurs principaux? Bien entendu Socrate, mais parmi ces accusateurs, en fait il y a 3 accusateurs principaux. Il y en a un qui s'appelle Lycon, Lycon, qui est le moins connu et qui semble avoir été un orateur. C'est Socrate en tout cas qui le présente comme ça, un orateur, pas forcément très connu, mais... Ensuite, on a Mélétos. Alors lui, il est plus connu puisqu'il intervient, il est cité dans le procès. Mélétos, qui lui est celui qui a déposé officiellement la plainte. Et c'est lui qui va construire donc cette accusation autour des 3 chefs d'accusation que je vous ai cités. Mélétos. Et on a un troisième qui est Anytos, A-N-Y-T-O-S, qui, lui, est désigné par la majorité des commentateurs et des historiens comme l'instigateur, vraiment l'instigateur du procès, donc l'accusateur essentiel, même si ce n'est pas lui qui officiellement a déposé plainte, Anytos, qui est le chef de file du parti démocrate de l'époque, qui va lutter contre la tyrannie des 30, et qui va jouer un rôle important dans le rétablissement de la démocratie. Donc en 403 avant Jésus-Christ, après l'intermède, disons, des 30. Bon, tout ça pour dire que c'est un représentant de la démocratie athénienne, mais surtout de la jambe politique. Anytos est le représentant de l'institution politique, et c'est lui donc qui va initier, être l'instigateur du procès pour ce qu'il pense être la défense de la cité d'Athènes. Et puis, donc on a ces 3 accusateurs, mais surtout, en fait, Mélétos qui apparaît et Anytos qui est derrière, mais qui est en fait le plus puissant, et Socrate qui se présente donc comme un homme âgé, 70 ans, qui, il le dit lui-même, n'a jamais comparu devant un tribunal, donc c'est une grande première pour lui, même si les procès à Athènes sont très nombreux, donc ça mérite d'être souligné, qu'il n'a jamais été partie prenante à un procès,
et qu'il il se présente comme un citoyen discret, un ancien combattant, puisqu'il a eu des hauts faits de guerre et de mérite dans la guerre du Péloponnèse, montrant son courage, son abnégation, le fait d'avoir sauvé beaucoup de monde. Il se présente comme ne se mêlant pas des affaires publiques, c'est-à-dire que lui, la carrière politique, les honneurs, le pouvoir, tout ça lui est vraiment étranger. Et quel métier exerce-t-il? Eh bien, aucun. À quoi passe-t-il ses journées? Il les consacre à persuader tout le monde qu'avant le soin, et là je cite ces paroles, avant le soin du corps et des richesses, avant tout autre soin, est celui de l'âme et de son perfectionnement. Donc voilà comment il se présente comme un citoyen normal, entre guillemets, ne recherchant aucun pouvoir politique, aucune richesse, aucun honneur, mais à aller attraper les gens dans les rues, vous savez qu'il n'a rien écrit, pour leur demander de s'occuper davantage du bien-être de leur âme et de son perfectionnement que des biens matériels. Et à un moment donné, dans le procès, il y a cette fameuse phrase de Socrate qui dit qu'une vie sans examen ne vaut pas d'être vécue. C'est-à-dire que si on est vivant, être humain, eh bien c'est pour se connaître, mieux se connaître soi-même, connaître l'univers, les dieux, faire le bien, être vertueux, se perfectionner, être toujours à la quête du meilleur de soi-même, et donc de l'être, et pas à la recherche d'avoir qui de toute façon ne sont qu'illusoires et source d'esclavage. Voilà, disons, son message, enfin entre autres, et il va être soutenu par un certain nombre de disciples ou d'élèves, de jeunes, de moins jeunes, qui ont suivi son enseignement, et qui ne vont pas prendre la parole, puisque, comme je disais, il ne va pas faire appel à témoins, ce qu'il aurait eu la possibilité de faire, mais qu'il ne fait pas. Et entre autres, eh bien, il y a la présence de Platon. Platon, dont on sait qu'il était probablement absent au moment de la mort de Socrate, lorsque Socrate boit la ciguë. Ça a été largement commenté. Pourquoi Platon n'était-il pas là? Donc là, il y a pas mal d'hypothèses qui ont été données. Mais là, au procès, il y est. Ce qui donne évidemment la légitimité à ce dialogue, puisqu'il était témoin, même s'il n'a pas pris la parole, et qu'il a simplement, à un moment donné, avec quelques autres, proposé de payer une amende pour faire relaxer Socrate, ce qui n'a pas été accepté. Donc pour dire qu'il était quand même bien en soutien de Socrate pendant ce procès. Alors venons-en maintenant au texte lui-même. La structure du texte, elle est très simple. Elle s'organise de manière très claire en trois parties inégales, très inégales. On a une première partie qui est très longue, qui est toute la plaidoirie principale de Socrate, et on a deux autres parties beaucoup plus courtes. Donc toute la première partie, qui sont les 9/10 du dialogue, c'est la plaidoirie elle-même, où Socrate essaie de convaincre les juges de son innocence. Donc là, c'est une partie qui s'ordonne de manière très cohérente, comme on va le voir. D'abord, Socrate va s'attaquer à la rumeur, à ce qu'il appelle la rumeur ou les calomnies, qui en fait sont les plus anciennes à son égard et qui sont pour lui les plus dangereuses. C'est-à-dire, là c'est un peu paradoxal, mais au lieu de partir tout de suite à contrer les chefs d'accusation de Mélétos, il va faire tout un préambule qui est presque la moitié de sa plaidoirie sur ce qu'on lui reproche depuis déjà beaucoup de temps. C'est-à-dire pour essayer de comprendre pourquoi on en arrive là aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on appelle les calomnies, les rumeurs,
qui existe sur son compte et qui fait que un bon nombre de la population d'Athènes a une certaine image de Socrate qui s'est constituée au fil des années et qui n'ont pas grand-chose à voir avec les chefs d'accusation, en fait. Donc ça, c'est le début de la plaidoirie, et ensuite il va montrer, par rapport au chef d'accusation de Mélétos, l'incohérence de ces chefs d'accusation, et il va utiliser ce qu'on étudie depuis quelques semaines, la technique du dialogue et du questionnement pour faire une sorte de contre-interrogatoire à Mélétos. Et c'est là où Mélétos est obligé quand même d'intervenir pour répondre à Socrate. Et Socrate montre l'incohérence des chefs d'accusation et effectivement, on voit bien que Mélétos est embarrassé et répond, comme on le verra, un petit peu à côté. Donc ça c'est après la fin de la première partie où finalement il est condamné, mais comme je disais tout à l'heure, avec peu de voix d'écart. Et ensuite nous avons la deuxième partie où Socrate va proposer une sentence alternative. Et là c'est vraiment très intéressant de voir qu'on n'est pas face à un accusé qui essaie d'émouvoir les juges ou de négocier ou de proposer quelque chose de réaliste. Non, il va expliquer que en tant que plus grand ou principal bienfaiteur de la cité d'Athènes, la sentence qu'il mérite, c'est d'être nourri jusqu'à la fin de ses jours au Prytanée, qui est un établissement qui prend en charge le logement, la nourriture, enfin qui prend en charge les plus grands hommes de la cité, les plus grands bienfaiteurs de la cité. Donc vous voyez, il perd pas son sang-froid et il va dire, bon voilà, la peine la plus juste que vous pourriez m'infliger, c'est de me nourrir au Prytanée. Et évidemment, ceci, donc ça c'est la deuxième partie qui est très courte, où il explique pourquoi il mérite ceci, mais il le fait probablement, bien sûr, peut-être un peu pour provoquer, mais en étant certainement convaincu au plus profond de lui-même qu'il mérite cela, tout en étant très conscient, comme on le verra dès le départ, que de toute façon, l'issue du procès ne fait pas trop question. Et qu'il s'attend de toute façon dès le début à être condamné. Là-dessus, il n'y a pas grande surprise. Mais donc il fait cette plaidoirie, c'est la deuxième partie, et la deuxième partie s'achève sur la condamnation à mort. On ne sait pas là quel nombre de voix, mais probablement peut-être un peu plus, puisque les juges ont pu être un petit peu choqués par ce contre-pied, cette contre-proposition qui est quand même assez incroyable. Donc le procès s'arrête par la condamnation à mort, donc là c'est terminé, et il y a une troisième petite partie où Socrate ne peut pas s'empêcher de s'adresser d'abord à ceux qui l'ont condamné, pour expliquer qu'en fait, ceux qui vont avoir le plus de conséquences négatives par rapport à cette sentence, c'est pas lui, mais que les conséquences dramatiques vont être pour la cité d'Athènes et pour ces juges qui les ont condamnés. Donc là aussi, il y a un renversement pour leur expliquer qu'ils ont commis l'irréparable. Et il s'adressera à la fin à ceux qui l'ont soutenu pour expliquer que il s'en va vers la mort en toute sérénité, puisque de toute façon, la mort, personne ne sait exactement ce que c'est, si c'est un bien ou si c'est un mal, alors que les sentences alternatives auxquelles il aurait pu être condamné, la prison ou l'exil, ça de toute façon, il n'en voulait pas, parce qu'il sait ce que c'est.
et qu'il n'aurait pas supporté ni d'être en prison, ni, a fortiori, d'être en exil, puisque ça c'est quelque chose qui lui avait été proposé ou qui lui sera proposé par la suite par ses disciples, de le faire se sauver et d'être en exil, ce qu'il n'envisage à aucun moment, fidèle qu'il veut être aux lois d'Athènes, à ces lois qu'il a toujours respectées et qu'il respectera jusqu'au bout. Voilà un petit peu la trame du dialogue. Et à la fin de l'apologie, c'est vrai qu'on a bien l'impression, on a cette impression que la cité d'Athènes vient de se rendre coupable d'une erreur, d'une erreur grave, et dont elle pâtira, comme Socrate l'avait annoncé, dont elle pâtira beaucoup par la suite, plus que Socrate ne pâtira finalement de la mort. Donc il y a ce discours final de Socrate qui est très beau, dont je vous ferai profiter un petit peu tout à l'heure. Alors, venons-en maintenant vraiment à la structure même des arguments, et par rapport au chef d'accusation et à tout ce que Socrate va expliquer. Donc, la première partie, est évidemment l'essentiel du texte, qui est sa plaidoirie. Face aux accusations portées contre lui, Socrate dit dès le début, c'est le tout début du texte, que ces accusations ne contiennent rien de vrai et que lui, par contre, ne dira que l'exacte vérité. C'est-à-dire que là, il est fidèle à lui-même en disant qu'il n'a d'autres enjeux, d'autres ambitions durant ce procès que de ne dire que l'exacte vérité. Donc ça c'est presque le début de son discours. Seulement par Zeus athénien, ce ne sont pas des discours parés de locutions et de termes choisis et savamment ordonnés que vous allez entendre, mais les discours sans art, faits avec les premiers mots venus. Je suis sûr de ne rien dire que de juste, qu'aucun de vous n'attende de moi autre chose. Donc là, il va faire référence aussi à ceux qu'il a combattus, les fameux sophistes, qui faisaient des très beaux discours extrêmement construits, avec des mots recherchés, voire avec des artifices. Quand il dit « je vais parler sans art », c'est voilà, sans artifice, sans choses artificielles. Je vais dire exactement ce qu'il en est. Alors, bon, vous me direz, c'est ce que dit chaque condamné qui présente sa défense, que de dire que la vérité, et rien que la vérité. Mais bon, dans la bouche de Socrate, ça a une résonance particulière, puisque c'est ce que toujours il a voulu faire. Quitte à déranger, quitte à être un peu contre-courant, toujours essayer de dire la vérité. Et donc, il va commencer, comme je disais tout à l'heure, par répondre aux anciennes calomnies et rumeurs répandues contre lui et à ses premiers accusateurs, pour répondre ensuite à ses accusateurs plus récents, c'est-à-dire Mélétos. Donc là, il y a vraiment, malgré la précipitation, malgré le temps qui lui est compté, il veut répondre à ce qui lui semble être le plus important, essentiel dans ce procès. Ce ne sont pas les chefs d'accusation de Mélétos, mais pourquoi depuis tant d'années circulent sur son compte des bruits et des calomnies. Donc, il va commencer par cela, les anciennes calomnies, et là, je vais vous lire le petit passage. Parce que c'est court, mais c'est très dense, donc vraiment, chaque petit paragraphe est important. Et maintenant, Athénien, il est juste
Donc vous voyez, bon, il s'adresse aux Athéniens, donc pas simplement aux 500 juges qui sont là, mais il s'adresse à toute la population d'Athènes. Et maintenant, Athéniens, il est juste que je commence par répondre aux anciennes calomnies répandues contre moi et à mes premiers accusateurs. Et là, on n'a pas de nom. C'est les premiers accusateurs, c'est-à-dire ceux qui ont fait démarrer les calomnies et les... Je répondrai ensuite aux accusations et aux accusateurs plus récents. Il faut dire que c'est très structuré, son discours. Car j'ai été accusé près de vous, et depuis de longues années déjà, par bien des gens qui ne disaient rien de vrai, et cela, je les crains plus qu'Anitos et ses associés, qui pourtant sont à craindre eux aussi. Oui, Athéniens, les premiers sont les plus redoutables, parce que, prenant la plupart d'entre vous dès l'enfance, ils m'ont chargé d'accusations qui ne sont que mensonges, et vous ont fait croire qu'il existe un certain Socrate, savant homme, qui spécule sur les phénomènes célestes, recherche ce qui se passe sous la terre et qui, d'une méchante cause, en fait une bonne. Voilà, donc en fait, c'est ça le point de départ de ces calomnies, de ces rumeurs qui vont circuler sur Socrate, et il y reviendra après. C'est ce qu'on va lui reprocher, c'est d'être savant, donc de savoir beaucoup de choses, alors que lui dira toujours que la seule chose qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien, donc il est fondamentalement ignorant. Donc là, on lui reproche au contraire d'être savant et de spéculer sur les phénomènes célestes, recherche ce qui se passe sous la terre et qui, d'une méchante cause, en fait une bonne. Et il faut savoir qu'à l'époque, à Athènes, il y avait une loi qui condamnait tous ceux qui s'intéressaient aux phénomènes célestes, notamment à l'astronomie. C'est-à-dire à savoir comment était constitué l'univers, parce que peut-être ces gens trouvaient d'autres causes au mouvement de l'univers ou à la structure de l'univers que les dieux qu'il était de bon ton d'honorer. Et rappelez-vous, Anaxagore a été condamné pour avoir dit que le soleil était une boule de feu, une boule incandescente. Et effectivement, c'était quelque chose de condamné, pas seulement de condamner, mais de condamner, d'avoir ces recherches scientifiques, enfin, entre guillemets, sur la structure de l'univers, sur ce qui se passe dans le ciel, sur ce qui se passe sous la terre. Et ça va être un des principaux points de départ des calomnies qui vont circuler sur Socrate. Les gens qui ont répandu ces bruits, parce que ça, on ne le sait pas forcément. Et c'est pour ça que c'est intéressant de l'étudier, parce qu'on connaît mieux les chefs d'accusation officiels, mais là, on a vraiment ce sur quoi Socrate considère essentiel de se défendre. Les gens qui ont répandu ces bruits, voilà, Athéniens, les accusateurs que j'ai à craindre. Car ceux qui les écoutent sont persuadés que les gens qui se livrent à ces recherches n'honorent pas les dieux. Parce que normalement, voilà, les dieux, ça devrait leur suffire pour expliquer l'univers. Alors pourquoi vont-ils chercher d'autres causes ? Vous voyez que là, c'est une remise en cause, pas simplement de Socrate, mais ces philosophes pré-socratiques. Les grands Thalès, Pythagore, Anaximandre, Anaximène, Empédocle, etc., qui, eux, cherchaient bien d'autres causes, peut-être, que les dieux. Donc là, on est dans une problématique
qui a plus trait à un changement, comme on dirait aujourd'hui de manière savante, de paradigme, un changement de vision du monde, qu'autre chose. Et le reste va en découler. Mais là où il y a le nœud de l'accusation, c'est que on ne peut pas remettre en cause la vulgate religieuse populaire, donc les dieux, dans leur aspect le plus simple, le plus populaire, ce qu'on connaît depuis Homère, avec les dieux qui interviennent dans la vie des gens, qui ont des passions, qui sont jaloux. Alors on va présenter la jalousie d'Héra, la toute-puissance de Zeus, Hermès, le grand voyageur, mais tout ça c'est assez populaire, disons, ça permet de faire des offrandes aux dieux, puisqu'ils sont finalement très anthropomorphisés. Et ça, c'est ce que Socrate n'a jamais voulu reconnaître, quelque part. Mais sans forcément faire ces études qu'on lui reproche. J'ajoute que ces accusateurs-là sont nombreux, et qu'ils m'accusent depuis longtemps. En outre, ils s'adressaient à vous à l'âge où vous étiez le plus crédule, quand quelques-uns de vous étaient encore enfants ou adolescents, et qu'ils me faisaient un véritable procès par défaut, puisque personne n'était là pour me défendre. Et ce qu'il y a de plus déconcertant, c'est qu'il n'est même pas possible de les connaître et de les nommer, sauf peut-être un certain poète comique. Et là, il vise, sans le nommer, un certain Aristophane, qui, dans une comédie qui s'appelle Les Nuées, se moquait de Socrate et de ses philosophes en général, qui ont toujours la tête dans le ciel, et qui n'ont pas les pieds sur terre, à tel point qu'ils peuvent tomber dans un puits parce qu'ils regardent ailleurs. C'était une manière de se moquer des philosophes qui sont toujours dans leurs idées, dans les nuages, mais qui n'ont aucun sens des réalités. Bon, c'était assez gentil chez Aristophane, mais il dit, bon, voilà, sauf peut-être lui qui a eu le courage de le dire et de se nommer, pour les autres, il n'est pas possible de les connaître et de les nommer. Mais ceux qui, par envie ou par dénigrement, cherchaient à vous persuader, et ceux qui, persuadés eux-mêmes, en persuadaient d'autres, ceux-là sont les plus embarrassants. C'est ce phénomène d'amplification d'une rumeur ou d'une calomnie. Car il n'est même pas possible de faire comparaître ici aucun d'eux, ni de les réfuter. Et il me faut vraiment, comme on dit, me battre contre des ombres. Et pour me défendre, confondre des adversaires sans que personne ne me réponde. Mettez-vous donc dans l'esprit que, comme je vous le dis, j'ai affaire à deux sortes d'accusateurs. D'une part, ceux qui m'ont dernièrement cité en justice, et de l'autre, les anciens dont je viens de parler. Persuadez-vous que c'est à ces derniers que je dois répondre d'abord, car ce sont eux dont vous avez entendu d'abord les accusations, et beaucoup plus que celles des autres plus récents. C'est pour ça qu'il justifie, il explique de manière rationnelle pourquoi il va s'attaquer à ces accusations et ces calomnies beaucoup plus anciennes que des chefs d'accusation pour lesquels il est dans ce prétoire. Alors, comment va-t-il répondre à ces anciennes calomnies ? Parce que, comme il dit, il se bat contre des ombres, donc c'est pas simple. Alors, il va d'abord dire, remontons donc à l'origine et à cette calomnie qui veut que Socrate est coupable. Il recherche indiscrètement ce qui se passe sous la terre et dans le ciel. Il rend bonne la mauvaise cause et il enseigne à d'autres à faire comme lui. Et là, il va expliquer que c'est quelque chose dont il ne s'est jamais occupé.
c'est que réellement je ne m'en occupe en aucune façon. Il n'a jamais fait ses recherches astronomiques ou scientifiques sur la structure du ciel, de la terre. Ça ne l'a jamais intéressé. Et donc ensuite, il va dire, bon, bah alors si ça ne m'a pas intéressé, à quoi ai-je occupé ma vie? Et pourquoi ces calomnies ont-elles circulé? Alors, donc il fait à la fois les questions et les réponses. Cela étant, quelqu'un de vous dira peut-être, mais alors Socrate, quelle affaire est-ce donc que la tienne? Si tu t'es pas occupé de ces histoires d'astronomie, de planètes et tout ça, que ça n'a jamais été ton problème, alors d'où viennent ces calomnies? D'où sont venues ces calomnies répandues contre toi? Tu prétends que tu ne fais rien de plus extraordinaire que les autres, mais tu ne serais sûrement pas l'objet de tant de bruit et de racontars si tu ne faisais pas autre chose que les autres. C'est-à-dire, c'est le fameux argument, oui mais bon, tu réponds que tu t'es jamais occupé de ces disciplines, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, d'où vient la fumée? Quel est le feu qui a déclenché la fumée? Et donc, ces rumeurs, il doit bien y avoir quelque chose. Il dit lui-même. C'est peut-être la question que vous pourriez effectivement me poser. Dis-nous donc ce qui en est, afin que nous ne te jugions pas à la légère. Cette objection me paraît juste, et je vais essayer de vous expliquer d'où me sont venues cette notoriété et ces calomnies. C'est-à-dire, il dit, ok, je vais répondre, d'où me sont venues ces calomnies, mais aussi cette notoriété, c'est-à-dire pourquoi on me traîne aujourd'hui devant ce tribunal. Écoutez donc. Peut-être quelques-uns d'entre vous s'imagineront-ils que je plaisante. Pourtant, soyez sûrs que je ne vous dirai que la vérité. La réputation qu'on m'a faite ne vient pas d'autre chose que d'une certaine sagesse qui est en moi. Donc là, on commence à toucher le cœur du problème. Quelle est cette sagesse? C'est peut-être une sagesse purement humaine. Cette sagesse-là, il se peut que je la possède effectivement, tandis que ceux dont je parlais tout à l'heure en ont une qui est sans doute plus qu'humaine. Sinon, je ne sais qu'en dire, car moi, je ne la connais pas, et qui dit le contraire est un menteur et le dit pour me dénigrer. Donc, voilà, une sagesse, je suis détenteur, dit-il, peut-être, d'une sagesse simplement humaine. Ni divine, ni surnaturelle, une sagesse qui est celle qui est en chaque être humain. Maintenant, Athéniens, n'allez pas murmurer, même si vous trouvez que je parle de moi trop avantageusement, parce que ça pourrait sembler un peu orgueilleux, prétentieux. Car le propos que je vais redire n'est pas de moi, mais celui auquel il faut le rapporter mérite votre confiance. Pour témoigner de ma sagesse, je produirai le dieu de Delphes, qui vous dira si j'en ai une et ce qu'elle est. Vous connaissez sans doute Caïréphon. C'était mon camarade d'enfance et un ami du peuple, qui partagea votre récent exil et revint avec vous. Vous savez aussi quel homme était ce Caïréphon et combien il était ardent dans tout ce qu'il entreprenait. Or, un jour qu'il était allé à Delphes, il osa poser à l'oracle la question que voici. Je vous en prie encore une fois, juge, n'allez pas vous récrier. Il demanda, dis-je, s'il y avait au monde un homme plus sage que moi. Or, la Pythie lui répondit qu'il n'y en avait aucun. Et cette réponse, son frère, qui est ici, l'attestera devant vous, puisque Caïréphon est mort. Voilà, donc c'est le fameux oracle de la Pythie, qui, elle, n'est qu'une messagère de l'oracle d'Apollon, qui est le dieu de Delphes, dieu delphien, et qui, à la question « Y a-t-il
un homme plus sage que Socrate répond non. Et c'est cette réponse, là, Socrate ne va pas détailler toute l'histoire, mais c'est cette réponse qui va lui être apportée par Caïréphon, et il dit mais c'est pas possible. Moi qui ai l'impression d'être un ignorant, être dit par l'oracle de la Pythie, parce que la Pythie quand même on ne remet pas en cause ce qu'elle dit, c'est le dieu Apollon, donc pour montrer que quand même Socrate est respectueux du dieu Apollon et de son oracle. Il dit bon, il va falloir que je comprenne pourquoi. Et c'est ça qui va le mettre en mouvement, qui va être le point de départ de sa quête, et qui va aller voir les poètes, les artisans, les hommes politiques, tous ceux qui font la cité d'Athènes, pour trouver celui qui serait plus sage que lui. Et vous connaissez la suite, il ne va pas en trouver. Et ça va finir par le convaincre qu'effectivement, peut-être l'oracle d'Apollon a raison. C'est-à-dire que tout ignorant qu'il est, il est peut-être le plus sage d'Athènes. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc il rappelle cette histoire dont on peut encore témoigner. Et donc, il va expliquer par la suite que il va se mettre en quête, donc de plus sage que lui. Et il va interroger tour à tour trois types de personnes, trois types de citoyens d'Athènes. Il va interroger des hommes politiques. Il va interroger des poètes. Et enfin, il va interroger des artisans. Pour montrer qu'il va quand même essayer d'interroger une diversité de population. Et chaque fois, le diagnostic sera le même. Des gens qui sont imbus ou conscients de leur savoir, qui croient savoir des choses, et qui, après quelques questions ou dialogues et questions-réponses avec Socrate, finalement sont obligés de se rendre compte, s'ils sont de bonne foi, qu'ils sont grandement ignorants, c'est-à-dire que Socrate est en train de leur poser des questions qu'eux-mêmes ne se sont jamais posées. Sur, souvent, les finalités, ça je ne reviens pas, on l'a largement vu, mais toi, l'avocat qui court pour défendre tel client, c'est quoi pour toi la justice? C'est quoi pour toi le juste? Toi, tel artisan qui passe toutes tes journées dans ton atelier, c'est quoi le beau pour toi? Pourquoi tu cours? Pourquoi tu agis? Pourquoi? La finalité de ce que tu fais. Et c'est là où les gens sont pris en porte-à-faux, à contre-pied, parce qu'ils vont décrire ce qu'ils font. Vous vous rappelez, c'est quoi le beau? Eh bien, le beau, alors je vais te citer plein d'exemples de belles choses. Et Socrate dit, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Ce que j'ai demandé, c'est qu'est-ce que le beau? L'idée, toujours cette idée de remonter aux causes et aux idées. Et c'est là où il se rend compte que finalement, peut-être, effectivement, il est sage. Mais d'une sagesse, on va dire, humaine. Puisque lui, contrairement aux autres, il sait, ça il le sait, qu'il ne sait rien. Et il va dire, le pire de l'ignorance, c'est pas de ne pas savoir, mais c'est de ne pas savoir et s'imaginer que l'on sait. Et ça, évidemment, ça va déranger. On le voit dans les dialogues, où il y en a un certain nombre d'interlocuteurs qui quittent, qui le quittent, qui disent que Socrate est vraiment un empêcheur de tourner en rond. Vraiment, non. Bon, voilà. Donc, tu nous casses les pieds, on s'en va. Et évidemment, pour sauver la face, ils vont faire que ce soit Socrate qui soit la cause du problème. Donc, c'est toi qui est compliqué, c'est toi qui toujours pose des questions embêtantes, c'est toi le problème. Donc, voilà, et je crois qu'effectivement, là, Socrate s'est défendu sur ce qui pose problème. C'est-à-dire le fait que pour un certain nombre de gens installés dans la société, dont il va prendre donc trois exemples, l'homme politique, le poète et l'artisan, eh bien c'est une remise en cause qui est insupportable.
D'où ensuite l'idée de répandre une rumeur ou une calomnie sur quelque chose qui n'a rien à voir par rapport à la vraie problématique, qui est celle-ci. Alors, il va terminer cette partie. Ce sont ces enquêtes athéniens, ces enquêtes donc qu'il a fait lui, qui ont soulevé contre moi tant de haine, si amère et si redoutable. Et c'est de ces haines que sont venues tant de calomnies et cette renommée de sage qu'on m'a faite. Car ceux qui m'entendent s'imaginent toujours que je sais les choses sur lesquelles je démasque l'ignorance des autres. Ça, c'est un des reproches qu'on va faire à Socrate, c'est-à-dire, et notamment par rapport à sa fameuse ironie, c'est-à-dire de lui reprocher de connaître à l'avance le résultat du dialogue, du questionnement, et de se moquer, en fait, de manière méchante, de l'interlocuteur qui, lui, ne sait pas. Il y a des masques aussi. Oui, mais, disons, c'est une accusation qui est fausse, parce que, en fait, Socrate ne connaît pas le déroulement et la fin de l'entretien. La preuve, c'est que dans beaucoup de dialogues, vous rappelez, les dialogues de Genèse, de Platon, ça se termine sur une aporie, c'est-à-dire, Socrate finit tout seul et on n'a pas la réponse. Ça veut dire que Socrate, lui, ne l'a pas. Mais puisqu'il veut faire sortir de l'interlocuteur la sagesse qui est en lui. Mais l'accusation qu'on va porter contre lui, c'est de dire, toi tu sais, et tu nous ridiculises en nous disant que nous ne savons pas. Et là, il se défend de cela en disant, en fait, je ne sais pas les choses dont on dit que je les connais. Mais il y a bien des chances, juge, que le Dieu soit réellement sage et que par cet oracle, il veuille dire que la sagesse humaine n'est pas grand-chose ou même qu'elle n'est rien. Et s'il a nommé Socrate, il semble bien qu'il ne s'est servi de mon nom que pour me prendre comme exemple. C'est-à-dire, ce que Socrate dit, c'est qu'en fait, l'oracle du Dieu est là pour inciter le maximum de personnes de se rendre compte de leur sagesse. C'est-à-dire, déjà, de prendre conscience de ce qu'ils savent et de ce qu'ils ne savent pas, de leur ignorance. C'est comme s'il disait « Le plus sage d'entre vous, hommes, c'est celui qui a reconnu comme Socrate que sa sagesse n'est rien. » C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être source d'orgueil, de vanité, de prétention, et que le peu de choses que l'on sait doit toujours être réexaminé. C'est-à-dire que, comme il dira plus tard, une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue. Voilà pour cette première partie de la plaidoirie où il va essayer de faire surgir la vraie cause de ces calomnies, qui sont plus donc pas des accusations directes, mais des calomnies et de rumeurs. Donc il dit bien que c'est devenu presque comme des ombres et qu'il est très difficile de se battre contre des ombres. C'est pour ça qu'il ne se fait absolument aucune illusion, qu'il sait bien que même si ensuite il va s'attacher à répondre au chef d'accusation officiel, de toute façon, il est condamné. Parce que cette manière de faire et d'être dérange trop de monde. Et pas simplement les hommes politiques, mais aussi les poètes, les artisans, enfin ceux qui font la vie de la cité d'Athènes. Donc là, on arrive au 24A, pour le découpage du dialogue, où la réponse aux anciens, aux calomnies, est terminée, et il va s'attaquer, dans la deuxième partie, à répondre à Mélétos, c'est-à-dire au chef d'accusation. Et là, voilà, on voit bien la transition, c'est un texte très très bien structuré. Sur les accusations portées contre moi par mes premiers accusateurs, je tiens que je vous en ai dit assez pour me justifier. Maintenant, c'est à Mélétos, cet honnête homme si dévoué à la cité,
à ce qu'il assure et à mes récents accusateurs que je vais essayer de répondre. Faisons comme si nous avions affaire à des accusations nouvelles et donnons-en le texte comme pour les premières. Le voici à peu près. Socrate, dit l'acte d'accusation, est coupable en ce qu'il corrompt la jeunesse, qu'il n'honore pas les dieux de la cité et leur substitue des divinités nouvelles. Telle est l'accusation, examinons-en tous les chefs, l'un après l'autre. Une partie de la plaidoirie de Socrate sur les nouveaux chefs d'accusation, donc les chefs d'accusation officiels, donc qu'on a lu juste avant la pause. Il corrompt la jeunesse, il n'honore pas les dieux de la cité et leur substitue des divinités nouvelles. Alors là, je ne vais pas vous lire les extraits, je vais vous les résumer les arguments de Socrate. Et c'est là où Socrate engage vraiment un échange, un dialogue avec Mélétos, qui est donc celui qui a déposé officiellement la plainte. Et il va donc engager un système, comme il a l'habitude, de questions-réponses, pour répondre par rapport à ces arguments. Alors, premier motif d'accusation, la corruption de la jeunesse. Donc là, je vous laisserai lire le texte lui-même pour voir l'échange entre Socrate et Mélétos, mais en résumé, Socrate dit la chose suivante. Si Mélétos m'accuse de corrompre la jeunesse, c'est qu'il sait ce qui rend les gens mauvais. Il sait ce qui corrompt les gens. Et donc, Socrate poursuit, si Mélétos sait ce qui rend les gens mauvais, il doit aussi savoir ce qui les rend meilleurs. Vous savez, c'est toujours l'argument par le contraire. Donc, Mélétos sait ce qui rend les gens meilleurs. Et Socrate va poser la question à Mélétos, qu'est-ce qui rend les gens meilleurs ? Tu dois savoir, qu'est-ce qui rend les gens meilleurs ? Et au fil du dialogue, Mélétos est un petit peu embarrassé, il commence à lui dire c'est les lois qui rendent les gens meilleurs, et puis c'est pas très satisfaisant. Alors Socrate va le pousser un petit peu dans ses retranchements, et à la fin, Mélétos va dire tous les gens d'Athènes, tous les citoyens d'Athènes sont capables de rendre les gens meilleurs, notamment les jeunes gens, et il n'y a que toi, Socrate, qui les rend plus mauvais. C'est-à-dire, à la fin de l'argumentation de Socrate, on arrive à ce constat un petit peu invraisemblable, qu'en fait, il n'y en a qu'un dans toute la cité d'Athènes qui rend les gens pires, c'est Socrate. Et tous les autres, comme par enchantement, rend les gens meilleurs. Donc, arrivé à ce constat, à cette conclusion un petit peu un petit peu anachronique ou invraisemblable, évidemment, Socrate a beau jeu de dire ceci est totalement invraisemblable, évidemment, donc, Mélétos, moi je te soupçonne de toute façon de ne jamais t'être préoccupé de l'éducation des gens. C'est-à-dire que c'est pas ton problème. Il va lui dire de manière assez directe. Tu fais assez voir, Mélétos, que tu ne t'es jamais jusqu'ici inquiété des jeunes gens, et ton indifférence paraît clairement en ce fait que tu ne t'es jamais soucié des choses pour lesquelles tu me poursuis. C'est-à-dire qu'en fait, il met Mélétos face au fait que, cet acte d'accusation vient comme ça, mais que lui-même ne s'est jamais trop posé la question ou préoccupé, en fait, de ce qui rend les gens meilleurs ou de ce qui les corrompt. Et donc, en résumé, Socrate dit, soit on devra admettre que j'agis en quelque sorte par mégarde, c'est-à-dire de manière involontaire, c'est-à-dire je corromps les gens,
mais j'agis involontairement, par mégarde, et les actions involontaires n'entrent pas dans les compétences du tribunal, donc il faudra m'acquitter, parce que ce qui est fait involontairement n'est pas du ressort de ce tribunal. Soit on prétend que j'agis à dessein, c'est-à-dire que j'agis volontairement, mais dans ce cas-là, c'est tellement invraisemblable que je sois le seul à le faire dans cette cité d'Athènes que, évidemment, je dois être reconnu innocent par rapport à ce chef d'accusation. C'est-à-dire qu'il montre la contradiction interne qu'il y a dans ce chef d'accusation, qu'il ne peut pas être condamné pour corrompre la jeunesse alors qu'il serait le seul à le faire. Et qu'en fait, en plus, cela vient de quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que l'éducation et qui ne peut pas donc avoir de critères pour savoir si Socrate corrompt ou pas la jeunesse, de manière volontaire. Parce que si c'est involontaire, là, et vous savez qu'un des enseignements de Socrate aussi, c'est que nul n'est méchant volontairement, mais que si on est méchant, c'est par ignorance, et pas par méchanceté gratuite. Donc, voilà la réponse par rapport au premier chef d'accusation, la corruption de la jeunesse. Second motif d'accusation, l'introduction de nouveaux dieux dans la cité. Le fait de ne pas respecter les dieux reconnus et d'en introduire de nouveaux. Et là aussi, il va y avoir une argumentation très rationnelle, avec question-réponse à Mélétos. L'acte d'accusation prétend que Socrate donc, ne reconnaît pas les dieux de la cité et introduit des divinités nouvelles. Socrate demande à Mélétos alors d'éclairer son propos, d'éclaircir son propos. Est-ce qu'on l'accuse de prêcher l'existence de divinités différentes de celles adorées à Athènes, ou bien d'affirmer que les dieux n'existent pas? C'est-à-dire, Socrate dit à Mélétos, bon, clarifions vraiment le chef d'accusation. Est-ce qu'on m'accuse d'hérésie, c'est-à-dire de ne pas respecter les divinités populaires et d'en inventer d'autres, ou bien est-ce qu'on m'accuse d'athéisme? Est-ce que c'est un procès en hérésie ou un procès en athéisme? Ce qui n'est pas la même chose. Et là, Socrate va, encore une fois, placer Mélétos face à ces contradictions. Il dit, il y a un problème de m'accuser en même temps de ne pas croire aux dieux et d'en inventer d'autres. Et Mélétos est un personnage assez fougueux et il va finir par s'emporter. Ce qui est classique dans les dialogues de Platon, où finalement le meilleur moyen de répondre à Socrate, c'est de s'énerver. C'est-à-dire de ne pas répondre à lui, mais de répondre à côté. Et enfin, quand je dis la meilleure manière, c'est pas la meilleure manière, mais c'est ce qu'en général l'interlocuteur fait. Et Mélétos, il va vraiment s'embourber et il va répondre, mais par Zeus athénien, Socrate dit que le soleil est une pierre et la lune une terre. Et là, il pense, enfin, il est un peu acculé, donc il va finir par dire ça, ce qui est une grosse bêtise. Parce que là, Socrate a beau jeu de lui dire qu'il confond les choses, parce que Socrate n'a jamais dit ça. Et que celui qui a pu dire ça, c'est Anaxagore, le fameux Anaxagore, qui a été condamné pour hérésie, pour effectivement considérer que peut-être le soleil est une pierre, la lune une terre, c'est-à-dire quelque part de démystifier les dieux soleil et lune, parce que quand même le dieu soleil, Hélios, c'était important.
Et la lune, que ce soit Sémélé ou Hécate, Sélénée ou Hécate, enfin différentes divinités féminines associées à la lune, c'était aussi très important dans le Panthéon. Donc de dire le soleil est une pierre, la lune une terre, c'est mettre à bas les dieux. Mais le problème, c'est que c'est pas Socrate qui l'a dit ça. Donc là, il se trompe d'ennemi. Oui. Donc, il le confond avec Anaxagore en lui attribuant faussement ses thèses, mais Socrate a beau jeu de dire aussi pourquoi on ne comprend plus du tout comment un athée peut introduire de nouveaux dieux dans la cité, puisque Mélétos accuse aussi Socrate d'être athée. Ce qui n'est pas le cas, puisque là on voit le respect de Socrate vis-à-vis d'Apollon, et aussi quelque part qu'il faisait toujours référence à son fameux daimon, cette petite voix de la conscience, mais aussi un peu de voix divine à l'intérieur de lui-même. Et donc, Socrate prend un malin plaisir à souligner l'embarras de Mélétos par sa formule « tu dis là des choses incroyables ». À un moment, il dit « mais tu dis des choses, c'est invraisemblable, complètement contradictoire. On ne peut pas m'accuser à la fois d'hérésie et d'athéisme ». Avant de se complaire, donc à montrer qu'on ne peut être athée tout en révérant des dieux. Donc ça, il le dit de manière assez claire. Bon, il y a tout un dialogue avant, mais 28. Et à la fin, il lui dit « Tu ne persuaderas jamais une personne, tant soit peu sensée, que le même homme puisse croire qu'il y a des choses démoniaques et des choses divines, et que d'autre part, il n'y a ni démon, ni dieu, ni héros, cela est absolument impossible. » Donc Socrate va démonter en même temps le deuxième et le troisième chef d'accusation. À vrai dire, Athéniens, pour vous convaincre que je ne suis pas coupable des méfaits dont Mélétos me charge, je ne crois pas devoir prolonger ma démonstration. Ce que j'ai dit suffit. Mais, comme je vous l'ai déclaré précédemment, j'ai contre moi de violentes et nombreuses inimitiés, et rien n'est plus vrai, sachez-le bien. Et c'est ce qui me perdra si je dois être condamné. Ce ne sera en effet ni Mélétos, ni Anytos, mais bien les calomnies et l'envie de cette foule de gens qui ont déjà perdu beaucoup d'autres hommes de bien et qui en perdront sans doute encore. Car il n'est pas probable que le mal s'arrête à moi. Voilà. Donc là, c'est la fin de la plaidoirie qui donc occupe toute cette première partie de l'apologie de Socrate. Il y a encore des éléments que Socrate va rajouter sur sa pauvreté, sur le fait qu'il ne craint pas la mort, différentes choses. Il va aussi exhorter au fait qu'il ne faut pas donner le pas au corps et aux richesses et s'en occuper avec autant d'ardeur que du perfectionnement de l'âme. Disons qu'il va reprendre les éléments essentiels de sa vie. Il évoque aussi les instants de courage qu'il a eu, soit à la guerre, notamment dans la guerre du Péloponnèse, et aussi quand on lui avait demandé de ramener un certain Léon pour le condamner et qu'il avait désobéi aux injonctions des autorités, pour montrer qu'il est courageux, qu'il ne craint pas la mort et qu'il ne craint pas de désobéir à des ordres s'ils lui semblent iniques. Et là, en l'occurrence, il faisait partie d'un groupe de 4 à qui on avait confié la charge de ramener un certain Léon, je crois, Léon de Salamine, et les 3 autres sont allés le chercher pour le ramener, pour le faire exécuter, et seul Socrate a désobéi, est rentré chez lui et n'est pas allé chercher cet homme, parce qu'il pensait que c'était injuste de sa part de le faire. Non, c'est pour compléter le portrait de Socrate qu'il fait de lui-même, d'un homme qui a fait la guerre, donc qui a obéi
aux lois de la cité, qui s'est toujours montré courageux, mais aussi capable de discernement et de désobéir s'il le jugeait juste. Donc la désobéissance civile. Donc, voilà, qu'il a toujours été pauvre et qu'il a toujours dit la vérité, en tout cas ce qu'il pensait être la vérité. Donc, fin de la première partie, c'est à cette fin de la première partie que les juges se rassemblent et donc le condamnent avec donc ce petit écart de voix. Deuxième partie qui commence, donc qui est beaucoup plus courte, qui fait 2 pages. Si je ne m'indigne pas, Athéniens, de cet arrêt que vous venez de prononcer contre moi, c'est que j'en ai plusieurs raisons, et parce que je n'étais pas sans m'attendre à ce qui m'arrive, pour montrer que sa condamnation n'est pas une surprise. Ce qui me surprend bien plus, c'est le nombre de voix pour et contre. Je ne croyais pas que l'écart serait si faible. Je ne m'attendais pas à être condamné par une majorité... Je m'attendais, à être condamné par une majorité beaucoup plus considérable. Car un déplacement de 30 voix, si je compte bien, eût suffi pour me faire acquitter. Voilà, et c'est là où il va commencer sa deuxième petite plaidoirie pour demander une sentence alternative, et c'est là où, soit de manière, disons, honnête, soit vraiment pour faire de la provocation, il va demander à être nourri au Prytanée. Alors, je vous lis le petit extrait, comme quoi il ne faut jamais se défaire de son humour. Quoi qu'il en soit, cet homme demande ma mort. Mais moi, de mon côté, que vais-je vous proposer ? Et ça, c'est vraiment intéressant, cette spécificité des procès de l'époque à Athènes, où l'accusé a la possibilité de proposer une sanction alternative. Évidemment, je vais proposer ce que je mérite. Qu'est-ce donc ? Quelle peine ou quelle amende méritais-je parce qu'au lieu de mener une vie tranquille, j'ai négligé ce que la plupart des hommes ont à cœur. Fortune, intérêts domestiques, commandement d'armée, carrière politique, charges de toutes sortes, liaisons et factions politiques, me croyant trop honnête pour sauver ma vie si j'entrais dans cette voie. Parce que je ne me suis engagée dans aucune profession où je n'aurais été d'aucune utilité ni pour vous ni pour moi, et parce que je n'ai voulu d'autre occupation que de rendre à chacun de vous en particulier ce que je déclare être le plus grand des services, en essayant de lui persuader de ne s'occuper d'aucune de ses affaires avant de s'occuper de lui-même et de son perfectionnement moral et intellectuel, de ne point s'occuper des affaires de la cité avant de s'occuper de la cité et de suivre les mêmes principes en tout le reste, qu'est-ce que je mérite donc pour m'être ainsi conduit ? Une récompense, Athénien, s'il faut vraiment me taxer d'après ce que je mérite, et une récompense qui puisse me convenir. Or, qu'est-ce qui peut convenir à un bienfaiteur pauvre qui a besoin de loisirs pour vous exhorter ? Il n'y a rien, Athénien, qui convienne mieux à un tel homme que d'être nourri au Prytanée. Il le mérite bien plus que tel d'entre vous qui a été vainqueur à Olympie avec un cheval ou un attelage à 2 ou à 4. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de bienfaiteurs de la cité, donc qui étaient nourris au Prytanée, qui étaient des anciens vainqueurs des Jeux olympiques, des athlètes, etc. Celui-ci ne vous rend heureux qu'en apparence, moi véritablement. Il n'a pas besoin qu'on le nourrisse, moi j'en ai besoin. Si donc il faut que je me taxe à ce que je mérite en toute justice, c'est à cela que je me taxe, à être nourri au Prytanée. Voilà la demande donc de Socrate. Et il sent bien que cela peut quand même un peu remuer les juges qui vont peut-être se considérer bravés et provoqués. Donc il prend les devants et il dit « Peut-être vous figurez-vous qu'en vous tenant ici à peu près le même langage qu'à propos de la pitié et des supplications, j'ai l'intention de vous braver. Non, Athéniens, je n'ai aucune intention de ce genre. Voici ce qui en est. Je suis convaincu, moi, que je ne fais de mal à personne volontairement,
mais vous vous refusez à m'en croire. Nous avons eu trop peu de temps pour nous expliquer. C'est là où on voit que, bon, c'est... Je crois en effet que s'il était de règle chez vous comme chez d'autres de ne point juger un procès capital en un seul jour, mais d'y en consacrer plusieurs, je vous aurais convaincu. Bon, mais là, le temps presse, donc, voilà. Mais il faudrait vraiment que je fusse bien attachée à la vie pour pousser l'aveuglement jusqu'à ne pouvoir me rendre compte que si vous, qui êtes mes concitoyens, n'ayez pu supporter mes entretiens et mes propos, et les avez trouvés si insupportables et si odieux que vous cherchez aujourd'hui à vous en délivrer, je ne puis m'attendre à ce que des étrangers les supportent facilement. Donc, là, il répond par rapport à la possibilité d'un exil. Disons que ce n'est pas ce qu'il demande, puisque de toute façon, il n'aurait pas supporté l'exil. Il dit, bon, de toute façon, si vous ne m'avez pas supporté, il n'y a aucune chance que d'autres me supportent mieux. Et puis, de toute façon, qu'est-ce que j'aurais pu dire loin de ma cité ? J'aurais été pourchassée d'une ville à l'autre, et ça m'est insupportable. C'est pour ça qu'il ne demande pas l'exil. Donc, il dit aussi, sur lesquels vous m'entendez discourir en m'examinant moi-même et les autres, et si j'ajoute qu'une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue, vous me croirez encore moins. Donc vous voyez, là, il change un peu de ton. Il sait que de toute façon, il va plus convaincre les juges. Donc, bon, il dit vraiment ce qu'il pense, et en désamorçant déjà les réactions possibles. C'est pourtant, comme je vous le dis, Athéniens, mais il n'est pas facile de vous en convaincre. Ajoutez à ces raisons que je n'ai pas l'habitude de me juger digne d'aucune peine. Si toutefois j'avais de l'argent, j'aurais fixé la somme que je devrais payer, car ce n'aurait pas été un dommage pour moi. Mais je n'en ai pas, à moins que vous ne vouliez me taxer à la somme que je pourrais payer. Peut-être bien pourrais-je vous payer une mine d'argent, ce qui représente quand même une belle somme. C'est donc à cette somme que je me taxe. Bon, il fait une dernière proposition. Bon, si vous voulez de l'argent, voilà, je vous propose une mine d'argent. Ce qui correspond, je vais vous dire, je ne sais plus exactement, le cours de la mine. La mine valait 100 drachmes. Oui, 100 drachmes. Bon, c'est pas non plus quand même une somme énorme. C'est donc à cette somme que je me taxe. Mais Platon que voici, et donc là, voilà, on sait que Platon est là. Mais Platon que voici, Athéniens, ainsi que Criton, Critobule et Apollodore, me pressent de vous proposer 30 mines dont il se porte garant. Donc là, il a un certain nombre de personnes, de disciples qui le soutiennent et qui seraient allés jusqu'à 30 mines. Pour la garantir, vous pouvez compter sur eux. C'est-à-dire, bon, il a toute confiance. Et ça, la deuxième partie se termine sur ces mots. Et donc c'est là où le procès s'arrête, puisque suite à cette deuxième partie, Socrate est condamné à mort. Et donc là, il n'y a plus de plaidoirie, plus à revenir, la sentence est prononcée. Et il va y avoir une troisième partie, troisième et dernière partie, un tout petit peu plus longue que la deuxième, mais guère plus, 2-3 pages, où Socrate va, hors procès, donc s'adresser à ceux qui l'ont condamné et à ceux qui l'ont soutenu. Et là, c'est évidemment très, très émouvant, cette partie, qui n'est plus, où là, il n'y a plus rien à défendre, donc où il peut vraiment s'exprimer encore plus librement et dire vraiment ce qu'il pense. Et là, il y a une sorte de vision un peu prémonitoire sur ce que sera le futur et les conséquences en fait de cette condamnation pour la cité d'Athènes, puisque ça restera un peu dans quelque part l'inconscient, comment on pourrait dire, l'inconscient collectif de la cité, qu'une cité démocratique a condamné à mort le plus sage d'entre eux. C'est ça qui va rester dans
quelque part dans le futur. Et c'est la raison aussi pour laquelle Platon va s'adonner à la philosophie. Donc, il fallait probablement que Socrate mourût. Puisque certains pensent que si on parle encore aujourd'hui tant de Socrate, qui n'a rien écrit, voilà, c'est par l'exemplarité de sa mort. Et d'avoir pu échapper à la mort et de l'avoir refusée. Alors, cette troisième partie, elle est très très belle. Et elle se subdivise donc dans ces deux parties, allocution de Socrate à ses juges et ensuite à ceux qui l'ont soutenu. Alors, je vais lire un petit extrait. Après cela, je désire vous faire une prédiction, à vous qui m'avez condamné. Car je suis à présent au moment où les hommes lisent le mieux dans l'avenir, au moment de quitter la vie. Je vous prédis donc à vous, juges, qui me faites mourir, que vous aurez à subir, aussitôt après ma mort, un châtiment beaucoup plus pénible par Zeus que celui que vous m'infligerez en me tuant. Et c'est vrai, puisque après, à ces juges, on va leur réclamer des comptes. Pourquoi avoir fait mourir Socrate? Vous venez de me condamner dans l'espoir que vous serez quitte de rendre compte de votre vie. Or, c'est tout le contraire qui vous arrivera, je vous l'affirme. Vous verrez croître le nombre de ces enquêteurs que j'ai retenus jusqu'à présent sans que vous vous en aperceviez. Car si vous croyez qu'en tuant les gens, vous empêcherez qu'on vous reproche de vivre mal, vous êtes dans l'erreur. Cette façon de se débarrasser des censeurs n'est ni très efficace, ni honorable. La plus belle et la plus facile, c'est, au lieu de fermer la bouche aux autres, de travailler à se rendre aussi parfait que possible. Voilà les prédictions que je voulais vous faire, à vous qui m'avez condamné, sur quoi je prends congé de vous. Donc là, ça jette un petit malaise. Ça plombe un petit peu l'ambiance dans le prétoire, où on sent que en fait c'est une erreur qui vient d'être commise et que les juges devront en assumer les conséquences. C'est-à-dire qu'ils devront répondre de ce jugement, de leurs actes, et de ne pas s'être perfectionnés, comme leur exhortait Platon, et Socrate, pardon. Alors, la fin, c'est « mais pour vous qui m'avez acquitté », c'est-à-dire pour ceux qui l'ont soutenu, j'aimerais causer avec vous de ce qui vient de se passer. Donc, oui, c'est vrai que ce n'est pas un procès très ordinaire, puisque on n'emmène pas Socrate à la fin, il a encore la possibilité de s'exprimer. Donc je voudrais causer avec vous de ce qui vient de se passer pendant que les magistrats sont occupés à ce qu'on m'emmène où je dois mourir. Attendez donc, mes amis, jusqu'à ce moment, car rien ne nous empêche de causer ensemble tant que cela est possible. Je voudrais vous montrer, comme à des amis, comment j'interprète ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Et en effet, juge, car vous méritez, vous, ce titre de juge. Il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Donc, voilà, les gens qui ont voté pour lui, les juges qui ont voté pour lui, ils méritent, pour Socrate, le titre de juge, et pas les autres. Dans tout le cours de ma vie, la voix divine qui m'est familière n'a jamais cessé de se faire entendre, même à propos d'actes de mince importance, pour m'arrêter si j'allais faire quelque chose de mal. Donc là, Socrate fait référence à son daimon, qui toujours, disait-il, lui disait ce qu'il ne fallait pas faire,
ou l'empêchait de faire des choses mauvaises. Il ne lui a jamais indiqué ce qu'il fallait faire, le daimon, mais il l'empêchait de faire ce qu'il ne fallait pas faire. Or, aujourd'hui, il m'est arrivé, comme vous le voyez vous-même, une chose que l'on pourrait regarder et qu'on regarde en effet comme le dernier des maux. Or, ni ce matin, quand je sortais de chez moi, le signe du Dieu ne m'a retenu, ni quand je suis montée ici au tribunal, ni à aucun endroit de mon discours, quoi que je voulusse dire. C'est-à-dire, ce qu'il est en train de dire, c'est que le daimon ne s'est pas manifesté. Il a été totalement silencieux. Et cependant, dans beaucoup d'autres circonstances, il m'a arrêté au beau milieu de mon propos. Aujourd'hui, au contraire, il n'est jamais intervenu au cours même du débat pour s'opposer à aucun de mes actes ni à aucune de mes paroles. À quel motif dois-je attribuer son abstention? Je vais vous le dire. C'est que ce qui m'est arrivé est sans doute un bien, et qu'il n'est pas possible que nous jugions sainement quand nous pensons que mourir est un mal. Et j'en vois ici une preuve décisive, c'est que le signe accoutumé n'aurait pas manqué de m'arrêter si ce que j'allais faire n'avait pas été bon. Donc, voilà, dernier argument, tout ce qui m'arrive est bien. Puisque, voilà, si j'avais dû me défendre autrement, si j'avais dû employer d'autres arguments, si ce que je disais n'était pas bon, le daimon se serait manifesté, or il ne l'a pas fait. Voici d'autres raisons d'espérer fermement que la mort est un bien. Alors pourquoi la mort est-elle un bien? De deux choses l'une. Ou bien celui qui est mort est réduit au néant et n'a plus aucune conscience de rien. Ou bien, conformément à ce qui se dit, la mort est un changement, une transmigration de l'âme du lieu où nous sommes dans un autre lieu. Voilà. Il dit deux choses l'une. Soit la mort est une extinction définitive, ce que va dire aussi Épicure dans une autre manière. Soit c'est une extinction, il n'y a plus rien après. Bon. Soit ce n'est qu'un changement d'état, une transmigration. Alors, examinons ces deux possibilités. Si la mort est l'extinction de tout sentiment et ressemble à un de ces sommeils où l'on n'en voit rien, même en songe, c'est un merveilleux gain que de mourir. C'est-à-dire, si de toute façon c'est l'extinction du corps, des sentiments, de tout, bon, c'est une bonne chose, puisqu'il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus d'esclavage, il n'y a plus d'ignorance, il n'y a plus. C'est aussi ce que dit Épicure, alors on a une toute autre vision de l'homme et de l'âme, mais Épicure dit, bon, bah, de toute façon, soit on est vivant et il faut se réjouir d'être vivant, parce que de toute façon, après, à la mort, il n'y a plus rien. Et si on est mort, de toute façon, on ne ressent plus rien, donc il n'y a aucune raison d'avoir peur de la mort. Donc, quelque part, Socrate a le même argument. Mais l'autre argument plus socratique, c'est que lui, il pense, enfin, probablement, il croit davantage à la transmigration de l'âme d'un état à un autre. Alors, c'est ce qu'il va dire après. D'un autre côté, si la mort est comme un passage d'ici-bas dans un autre lieu, et s'il est vrai, comme on le dit, que tous les morts y sont réunis, peut-on, juge, imaginer un plus grand bien? C'est-à-dire, si c'est pour retrouver des êtres, et il va citer ceux qu'on risque de retrouver, alors c'est magnifique. Car enfin, si en arrivant chez Hadès, débarrassé de ces soi-disant juges, on doit y trouver les juges véritables, ceux qui, dit-on, rendent là-bas la justice, Minos, Rhadamante, Éaque, Triptolème. Vous savez, ça c'est les dieux dans l'au-delà, les grands juges. Minos, de Crète, Rhadamante, c'est ceux qui décident après du destin de l'âme. Alors, ce voyage, évidemment, n'en vaudrait bien la peine, c'est-à-dire, si c'est pour rencontrer ces juges dans l'au-delà, alors la mort est une chose merveilleuse.
Si d'autre part on fait société avec Orphée, Musée, Hésiode et Homère, à quel prix n'achèteriez-vous pas ce bonheur? Quant à moi, je consens à mourir plusieurs fois si ces récits sont vrais. Oh, pour moi surtout, quel merveilleux passe-temps que de causer là-bas avec Palamède, Ajax, fils de Télamon, et tous les héros des anciens temps qui sont morts, victimes d'un jugement injuste. Je trouverais, je pense, un certain agrément à comparer mon sort au leur. Mais mon plus grand plaisir serait de passer mes jours à examiner et à questionner ceux de là-bas comme je faisais ceux d'ici. Il lâche pas, hein. Il dit, bon, là-bas, hein, dans l'au-delà, je ferai la même chose. Je vais les questionner, les gens là-bas, pour voir vraiment ce qu'ils ont, hein, dans le ventre. Comme je faisais ceux d'ici pour voir ceux d'entre eux qui sont sages et ceux qui croient l'être mais ne le sont pas. Pour lui, voilà, c'est une continuité. Et ce qu'il a fait ici-bas dans les rues d'Athènes, il va continuer à le faire dans l'au-delà. Pour voir quand même dans l'au-delà aussi s'il y a des sages et s'il y a ceux qui le croient mais ne le sont pas. Combien ne donnerait-on pas juge pour examiner celui qui mena contre Troie la grande armée, hein, c'est-à-dire pour interroger Achille, hein, Agamemnon, ou Ulysse, ou Sisyphe, ou tant d'autres hommes ou femmes que l'on pourrait nommer. Causer avec eux, vivre avec eux, les examiner serait un plaisir indicible. En tout cas, chez Hadès, on est sûr de n'être pas condamné à mort pour cela. Vous voyez l'ironie jusqu'à la fin, hein, au moins là-bas, je serai quand même tranquille. Et non seulement on y est de toute manière plus heureux qu'ici, mais encore on y est désormais immortel. Du moins, si ce qu'on dit est vrai. Vous voyez, il y a toujours, hein, cette histoire de transmigration, d'immortalité, à voir. Donc vous voyez, voilà, c'est ça l'esprit qu'on retrouve aussi dans le Phédon, le dernier moment de Socrate. C'est une sérénité, c'est une joie, et aussi un pied de nez, hein, au juge qui est donc condamné pour dire, moi j'ai le beau rôle. J'ai le beau rôle. Vous devrez assumer, mais moi je m'en vais avec mes copains, avec mes héros, je vais continuer à les titiller et je continue ma mission. Hein, puisque c'est dans ce texte aussi, là j'ai pas lu l'extrait, où il se compare au temps, hein, de la ville d'Athènes, c'est-à-dire l'insecte, hein, qui va toucher chaque citoyen et ne jamais le lâcher. Hein. Le temps. L'aiguillon, hein, ou le poisson torpille, qui est une autre image de Socrate à la ville d'Athènes, c'est-à-dire qui électrise. Hein, mais le temps, c'est-à-dire, voilà, je suis le temps, et c'est le dieu Apollon, quelque part, qui m'a donné cette mission. Voilà, et enfin le dernier chapitre, où là, il va, encore une fois, s'adresser aux juges. Vous aussi, juges, vous devez avoir bon espoir en face de la mort et vous mettre dans l'esprit qu'il y a une chose certaine, c'est qu'il n'y a pas de mal possible pour l'homme de bien, ni pendant sa vie, ni après sa mort, et que les dieux ne sont pas indifférents à son sort. Vous voyez, pour quelqu'un qui est jugé d'athéisme, hein, il y a quand même beaucoup cette référence aux dieux. Le mien non plus n'est pas le fait du hasard, et je vois clairement qu'il valait mieux pour moi mourir à présent et être délivré de toute peine. De là vient que le signe ne m'a retenu à aucun moment, et que je n'en veux pas beaucoup à ceux qui m'ont condamné, ni à mes accusateurs. Il est vrai qu'en me condamnant et en m'accusant, ils n'avaient pas la même pensée que moi. Ils croyaient bien me nuire, et en cela, ils méritent d'être blâmés. J'ai cependant une chose à leur demander. Quand mes fils auront grandi, Athéniens, puisque Socrate, on disait à la pause, était marié et a eu des enfants, des fils. Punissez-les en les tourmentant comme je vous tourmentais si vous les voyez rechercher les richesses ou toute autre chose avant la vertu. Donc là, il donne une mission, hein, à ceux qui l'ont condamné aussi, de veiller à ses fils pour les remettre dans le droit chemin. Et s'ils se croient quelque chose,
quoiqu'ils ne soient rien, faites-leur honte, comme je vous faisais honte de négliger leurs devoirs et de se croire quelque chose quand ils sont sans mérite. Si vous faites cela, vous nous aurez justement traités, moi et mes fils. Mais voici l'heure de nous en aller, moi pour mourir, vous pour vivre. Qui de nous a le meilleur partage? Nul ne le sait, excepté le Dieu. Voilà, sur ces mots se termine l'apologie de Socrate. Qui de nous a le meilleur partage? Nul ne le sait, excepté le Dieu. On rappelle aussi beaucoup de siècles plus tard, lorsque Giordano Bruno va répondre à son geôlier, qui de nous deux est le plus libre? Ce n'est pas forcément celui que vous croyez. C'est vraiment un exemple de gens qui, face à quand même la mort et la fin dernière, restent lucides et capables de renvoyer le questionnement au geôlier ou au juge. Qui de nous deux est le plus libre? Qui de nous a le meilleur partage? Nul ne le sait, excepté le Dieu. C'est-à-dire, ce fameux daimon qui est resté particulièrement silencieux. Oui, probablement là, c'est traduit. Non, le Dieu, là, c'est ce daimon qui est un peu l'expression de cette conscience divine. C'est-à-dire, c'est pas simplement la conscience humaine, mais c'est une conscience supérieure qui va arrêter quand on tend vers le mal, qu'on n'est plus dans le bien. Donc là, c'est vrai que là, c'est un problème de traduction. Alors, il faudrait voir dans le texte initial si c'est daimon ou si c'est théos. Mais en général, quand Socrate parle du Dieu, ou quand Platon emploie le terme Dieu dans la bouche de Socrate, c'est ce fameux daimon, qui ensuite va devenir, qu'on va traduire par démon, ce qui, évidemment, est un contresens notoire. Voilà, pour ce très beau texte, je trouve très très beau texte, très émouvant, très facile à lire aussi. Je vous encourage à le lire, pour reprendre un petit peu toutes ces belles paroles. Et il est facile à lire. Il est facile à lire, ça se lit très très bien. Et vous le trouvez donc... le mieux, c'est de prendre toujours, comme je vous le conseille, les dernières éditions de Garnier-Flammarion, puisque tous ces textes ont été retraduits récemment. Et c'est toujours chez Garnier-Flammarion la traduction la plus récente qui est la meilleure, puisque la plus proche du texte initial. Voilà.